Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, j'espère que vous n'êtes pas au bord du nervous breakdown car je vais vous éparpiller façon puzzle mon avis sur une comédie française cultissime qui fête ses 60 ans, sortie en 1963, Les Tontons Flingueurs, réalisé par Georges Lautner, troisième film d'ailleurs d'une trilogie au film indépendant adapté de divers romans d'Albert Simonin consacrés au truand Max le Menteur, et ici, après Jean Gabin, c'est Lino Ventura qui occupe le rôle principal, donc à la suite de Touchez pas au Grisby ou Le Cave se rebiffe. Et à ses côtés, nous avons Bernard Blier, Jean Lefebvre, Francis Blanche, Robert Dalban, le jeune Claude Rich, mais aussi actrices et acteurs italiens ou allemands, car il y a une coproduction avec ces deux pays, notamment la jeune Sabine Sinien, qui est redoublée du coup en français. Il y a aussi Valentino Velantini ou encore Horst Frank. Voilà, on va pas citer tous les autres rôles parce qu'il y en a plein, hein, les têtes que vous reconnaissez, mais il y a une apparition assez amusante aussi de Paul Meurice dans le Lautnerverse, puisque en parallèle il avait sa trilogie sur le monocle, là, un autre personnage, et visiblement c'est dans le même monde. Alors, bon, on va faire un synopsis quand même pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film. C'est l'histoire d'un ancien truand, c'est pas vraiment Max le Menteur, hein, mais un certain Fernand Naudin, qui s'est retiré, il est vraiment dans des affaires classiques à Montauban, mais il est rappelé par un ancien ami à lui qui s'avère mourant, le Mexicain, et ce dernier, donc, sur son lit de mort, lui demande un service, s'occuper de sa fille Patricia, mais pas que, des affaires courantes hein, qui tournent toutes seules, mais... Voilà, on sent quand même qu'il y a un conflit d'intérêts de pas mal là-dessus de personnes, notamment au niveau des frangins Wolfoni, et oui, avec Raoul, hein, entre autres, qui s'occupe d'une salle de jeu et qui peut-être veulent voir plus haut. Donc, petite tension quand même, hein. Fernand il revient, mais il va y rester plus longtemps que prévu sur place, et devoir gérer donc... les malfrats autour de lui, donc un Allemand aussi qui semble un petit peu vicieux quand même hein, dans ses tentatives pour monter notamment les Wolfoni et Fernand l'un contre l'autre, mais aussi devoir faire avec la jeune génération, parce que la fille Patricia, elle voit en secret un jeune homme interprété par Claude Rich, et forcément il doit être protecteur Fernand. Et il n'accepte pas peut-être cela, et ça donne lieu évidemment à une sorte de film de gangster, hommage au vieux film noir aussi, mais surtout une comédie qui est décalée, sans jamais forcer dans le burlesque non plus, qui évidemment marche à tous les coups, grâce au dialogue ciselé à l'extrême d'un Michel Audiard au top de sa forme. Et c'est ça qui fait le sel de cette œuvre devenue cultissime. Certes, c'est un film à papa, quoi, hein, qui a vieilli sur certaines choses, mais 1963, quoi. Et c'est intéressant sur plusieurs points, car au-delà donc de ces moments de joute verbale, je vais pas forcément revenir sur tout, j'ai déjà fait une introduction qui rappelle un peu cela, il y a aussi quand même cette écriture qui est tout aussi fine dans l'enchaînement des situations. Ce n'est pas qu'un film drôle, même si évidemment on va retenir cela, c'est aussi un film de comédien qui se donne à fond, et avec certains enjeux, voir comment quelqu'un qui s'était retiré doit remettre la main aux affaires, mais aussi s'occuper d'une jeune fille, conflit générationnel, et des moments assez savoureux, notamment dans cette cuisine où les Wolfoni et Fernand se font face, mais finalement vont revenir dans une forme d'amitié nostalgique avec la fameuse liqueur, où il y a de la pomme et de la betterave apparemment, et une scène de cuisine d'ailleurs qui a failli ne pas être dans le film, ça aurait été vraiment dommage. Et avec l'ivresse aidant, forcément, les réconciliations se font aussi. Et pendant ce temps, la fête bat son plein à côté, où la jeunesse est très éloignée de ces discussions de papy, quoi. Enfin, papa, quoi. Donc ça, c'est amusant, j'aime bien. Et forcément, on va retenir des séquences cultissimes hein, dans ce métrage. Alors, bien sûr, je viens de l'évoquer, hein, on va beurrer des toasts, mais pas que, avec le majordome là, qui parle un peu anglais. Yes sir. Et oui, Robert Dalban, remarquable, peut-être son rôle le plus culte aussi, lui qui a été abonné au rôle secondaire, voire même tertiaire dans sa carrière. Et les moments de bourre-pif absolu, forcément, à chaque fois que Fernand
on veut un peu au Wolfenir, Raoul il en prend plein la gueule. Il a du mal à faire valoir son autorité auprès même de personnes autour de lui, de son frère qui est un petit peu passif, hein, c'est du Jean Lefebvre quoi, voilà, dans le texte. Et bah oui, à chaque fois on a cette musique que vous avez entendue au début. Alors, c'est ça qui fait aussi la force du film, c'est ce petit tempo musical qui est, alors, je m'en étais vraiment jamais totalement rendu compte consciemment, même si forcément ça paraît évident, composé par Michel Magne, mais c'est toujours les mêmes notes. Hein. 4, 5, ouais, il doit y avoir des motifs de 4 notes qui changent comme ça. Et, eh bien, dans la bande originale, c'est toujours cette composition qui revient dans divers styles, que ce soit un peu du yéyé, de l'opéra, côté un peu valse, etc., baroque. Et ça, c'est fort. Ça, on va dire, file la métaphore comique hein, un petit peu décalée du métrage, et je trouve que c'est quelque chose dont on ne s'en rend pas forcément compte au premier visionnage, mais qui participe à l'ambiance de ce film-là, au-delà donc des dialogues, avec les dialogues, forcément. Tout va de pair, c'est là où on comprend pourquoi le film est rentré dans le Gotha du cinéma français, c'est que tous les petits détails, hop, forment un tout cohérent et qui rentre dans le classique. C'est drôle, pertinent, super bien écrit, et ça reste donc dans une trame narrative qui est passionnante à suivre. Voilà, c'est pas un film à sketch. Donc je parlais de certaines séquences, hein, le bourre-pif qui revient plusieurs fois, Happy Birthday to You, hein, entre autres. Évidemment, la vengeance de Raoul, hein, face en puzzle, et bon, c'est marrant quoi, parce que on se retrouve ici avec un Bernard Blier qui est énervé, mais qui est à la fois drôle, parce qu'il n'est pas très crédible dans son autorité, qui veut son côté vengeur. Il y a les moments aussi avec les coups de feu. Alors ça, c'est du génie aussi. Ces petits bruitages de silencieux, là, pom, pom, qui sont devenus cultissimes, absolus. Et même d'autres bruitages de coups de feu qui sont complètement, là aussi, dans le décalage. Et je trouve ça, mais extraordinaire. Et hommage au film noir aussi, tant et si bien qu'à certains moments, bon, ok, on est dans le old school, mais c'est un film qui sait être moderne, avec le traitement du personnage de Patricia, qui veut quand même prendre son émancipation, et qui veut épouser qui elle veut. Donc Antoine, la fils de bonne famille, me fait penser qu'après Claude Rich, on le retrouvera dans Oscar, c'est un petit peu ce genre de rôle qu'il avait à l'époque. Et il y a aussi, donc, dans la mise en scène, des moments où, quand ça se castagne, c'est quand même bien joué. Bon, Lino Ventura fait valoir son passé de catcheur vers la fin, mais aussi, justement, dans ce final, la caméra bouge, elle est près de l'action, et quand même, on est presque dans une façon de filmer tel un film de guerre, bon, film plutôt de gangster, mais voilà, on n'oublie pas derrière quand même quelque chose dans la mise en scène, et Georges Lautner, il déploie un petit peu son talent, et n'en fait pas que juste un film très classique, et hommage à l'ancienne. Donc, les Tontons Flingueurs, à chaque fois que je le revois, je prends un grand plaisir. Évidemment, il y a quelques fous rires absolus. Toutes ces répliques qui sont rentrées, mais on va dire, dans le domaine général. Il y a même des références historiques, comme ce qu'un duc, je sais plus, quel Rochefoucauld, je crois, avait dit à Louis XVI, c'est pas une révolte, c'est une révolution. Des petits trucs comme ça aussi. Audiard, il savait faire ça. Donc, c'est quand même un film qui peut-être a mal vieilli, ou pas. Je ne sais pas. C'est intemporel, quand même. Je ne pense pas que vous mettez un jeune devant et il va forcément se dire « Oh, c'est extraordinaire !» Mais à tenter l'expérience. Je ne sais pas. Tiens, si jamais il y a un jeune public qui écoute cette vidéo et qui a vu ce film, j'ai hâte d'avoir votre avis. Mais évidemment, je prends tout. Hein. Vos anecdotes, vos répliques préférées, vos scènes préférées, forcément. Parce que là, c'est un film, je ne vais pas en parler pendant des heures, ça ne sert à rien, c'est juste pour évoquer des souvenirs et en discuter ensemble afin de célébrer, du coup, ce 60e anniversaire ensemble, hein, tout simplement. Mais bien sûr, je répondrai avec grand plaisir à vos diverses références que vous pouvez faire personnellement. Peut-être que vous avez votre histoire aussi très à vous envers ce film, donc partagez cela. Moi personnellement je l'avais découvert je crois sur Arte à l'époque, assez âgé quand même, alors peut-être la vingtaine, peut-être un peu avant, je ne sais pas, mais quand même, âgé, façon de parler. Mais bon, c'est un film que je revois régulièrement tous les 4-5 ans, allez, 5 ans peut-être, et il fallait que j'en parle un jour sur la chaîne. Voilà qui est fait donc, et je vous attends au tournant. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.